Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux. Merci aussi à Benoît Peters et au Collège de France pour cette très belle invitation. Comme Benoît vous l'a annoncé, je vais donc parler de bande dessinée de poésie. Et pour éviter toute confusion, je tiens à préciser que je ne parlerai pas du tout de poésie parlant de bande dessinée. Il y a dans le sous-genre qui est devenu la poésie aujourd'hui un sous-genre qui s'intéresse de façon dite ekphrastique, pour utiliser ce terme technique, à la poésie. J'ai commis moi-même un petit recueil qui est une sorte de bibliothèque idéale de la bande dessinée, mais traduite sous forme de poésie. Ce n'est pas du tout de cela que je vais parler aujourd'hui, mais rassurez-vous, uniquement donc de bande dessinée que certains qualifient de poétique. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui doit énormément aux premiers travaux d'un certain nombre de critiques et de théoriciens que je tiens quand même à mentionner, même si je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, donc des critiques et des théoriciens qui se sont déjà penchés sur la question de la bande dessinée dite poétique. Je les énumère brièvement. Thierry Grunstein, Tamli Bennett, Nicolas Labarre, Steven Surdiacourt, Brian McHale et Denis de Saint-Amand. Au cas où j'aurais oublié quelqu'un, je vous prie de m'en excuser. Mais ce sont les auteurs dont les travaux, dont je me suis approprié, au fond, la pensée, les réflexions, les idées, pour vous présenter les idées qui vont suivre. Alors, dans les analyses des critiques et des théoriciens que je viens de mentionner, on fait généralement une distinction entre trois types de rencontres à l'intérieur de la bande dessinée, entre poésie et bande dessinée. Alors, la première catégorie, c'est la plus simple, c'est tout simplement la citation de textes poétiques à l'intérieur d'une bande dessinée. Il est inutile de vous rappeler le poème, l'auteur qui est ici cité par le capitaine Haddock, qu'il ne faut pas prendre pour un analphabète, loin de là, c'est quelqu'un de très cultivé. Donc, premier type de rencontre, là c'est le lac de la Martine, bien entendu. Pour un marin, c'est la logique même. Donc, ça, c'est une première rencontre, un premier type de rencontre entre poésie et bande dessinée. Pas mal d'auteurs font cela, mais ce n'est pas forcément de cela que je vais beaucoup parler aujourd'hui. Deuxième type, c'est que certains appellent figuration, c'est-à-dire l'utilisation de poètes ou de groupes de poètes, de types de rencontres poétiques comme thème, comme sujet d'une bande dessinée. Nous avons tous lu, avec plaisir j'espère, I7 de Daniel Klaus, qui est construit autour de plusieurs types de poètes, dont le poète que vous voyez ici, poète raté, entre guillemets, jaloux, comme tous les poètes, du succès des autres, de ses collègues. Et c'est en fait une parodie vous le reconnaissez peut-être, du grand poète américain qui aurait dû recevoir le prix Nobel, mais qui ne l'a pas eu, malheureusement John Ashbery, dont les textes aussi sont parodiés à l'intérieur de cette bande dessinée. Et puis il y a une troisième catégorie qu'on pourrait qualifier d'adaptation. Et on peut adapter tout et n'importe quoi de façon plus ou moins libre. On peut adapter des poèmes, des recueils. Vous en avez ici un exemple. C'est toujours Verlaine. On peut adapter, on peut transposer, on peut repenser certaines techniques rhétoriques, verbales, littéraires, sous forme de bande dessinée. C'est ce qui a été pratiqué, entre autres, par l'équipe ou le groupe de Loubapo, ici deux variations
sur ce qui s'appelle les strips croisés, donc on peut lire dans plusieurs sens, je n'entre pas dans les détails. Donc deux auteurs qui repensent le même procédé littéraire. Enfin, on peut aussi adapter un genre tout entier. Les haïkus, enfin c'est ce qu'a fait Matt Madden, membre américain de l'Oulipo, à partir du genre japonais de l'haïku. Deux questions se posent alors tout de suite, et je poserai essentiellement des questions aujourd'hui. Je ne suis pas venu pour vous apporter des réponses, mais pour multiplier les questions. Alors, première question, et ceci anticipe déjà sur ce que je vais expliquer tout de suite. Première question, est-ce que ce genre de croisement, dont je vous ai donné 3 exemples, est-ce que cela suffit pour que la bande dessinée puisse être qualifiée de poétique? La réponse est bien entendu non. Il serait un peu absurde de conclure ou de déduire de la présence d'une citation de Lamartine dans une des aventures de Tintin. Il serait absurde d'en conclure que les aventures de Tintin se présentent ou veulent se faire passer pour une bande dessinée poétique. Les enjeux sont très clairement ailleurs. Donc la réponse est non. Il ne suffit pas de citer, il ne suffit pas de présenter un personnage de poète. Les biopics de poètes ne sont pas du tout des bandes dessinées de poésie, enfin pas forcément, et il ne suffit pas non plus, enfin pas forcément, de tenter d'adapter tel ou tel procédé littéraire ou littéraire et poétique pour que le résultat soit poétique en lui-même. Il faut autre chose, et je tenterai de vous donner quelques indications de cela. Deuxième question initiale pour lancer le débat. Est-ce qu'il est possible de produire une bande dessinée de poésie ou une bande dessinée poétique dont le point de départ n'a strictement rien à voir avec la poésie au sens traditionnel du terme? La réponse ici est clairement oui. Et en voici un exemple. Bande dessinée portugaise de David Soares et Pedro Nora, une sorte de... ça part du travail de William Burroughs, que, sauf erreur de ma part, il n'est pas un poète, c'est un grand écrivain, mais pas un poète. Le résultat, dont vous voyez ici la couverture et une planche choisie un peu au hasard, est pour moi extrêmement poétique, même si le programme qui est derrière ne part nullement d'un substrat poétique. Bref, tout cela nous force évidemment à préciser un peu la question fondamentale. Qu'est-ce que c'est qu'une bande dessinée de poésie? Ou que pourrait signifier l'expression, le label, l'étiquette bande dessinée de poésie? Ici aussi, 2 remarques très générales. Comme je l'ai dit, il ne faut pas du tout qu'il y ait un rapport explicite avec le monde de la poésie. On peut très bien produire une bande dessinée de poésie qui, du point de vue thématique, du point de vue des contenus, du point de vue des référents, n'a strictement rien à voir ou qui ne renvoie nullement au monde de la poésie. Il faut vraiment séparer, je crois, les deux. Et deuxième question, voici quelques exemples de bandes dessinées que personnellement je considère comme éminemment poétiques. À gauche, Winsor McCay, à droite, Herriman, un exemple deux classiques de la bande dessinée américaine. Ici, un exemple un peu moins, malheureusement moins connu, britannico-français, disons. La cage de Martin Van James, d'abord publié en anglais, ici dans sa traduction française, qui, voici quelques exemples, c'est un roman graphique
sans personnages, dont les lieux reproduits, les lieux dessinés, se substituent en quelque sorte aux personnages humains, et qui pour moi est un bel exemple de bande dessinée poétique. Je vous donnerai tout de suite quelques éléments de définition plus précis. Alors, la question fondamentale est, à mon sens, la suivante. Non pas qu'est-ce qu'une bande dessinée de poésie, mais qu'est-ce que la poésie. Alors, aujourd'hui, répondre à la question ou donner une réponse à la question qu'est-ce que c'est que la poésie, comment définir la poésie, c'est devenu, disons, extrêmement difficile. Il circule des dizaines, des centaines, voire des milliers de définitions, de réponses à cette question. Chacune y va de sa définition de la poésie, de son approche de la poésie. Et on est d'accord en fait que sur un seul élément, c'est-à-dire que, d'une part, on ne sait plus comment définir la poésie, tout peut être présenté ou vendu ou publié comme poésie. Si vous gardez par exemple l'étiquette caisse de vos achats au Carrefour, si vous les rassemblez, si vous les publiez sous forme de recueil, tout le monde acceptera aujourd'hui que c'est de la poésie, enfin en tout cas une certaine forme de poésie. Ce qui signifie que c'est quand même devenu très difficile de définir ce que c'est. Donc, on est bien d'accord là-dessus, mais on est bien d'accord aussi sur le fait qu'il existe quelque chose comme un effet poétique. Et aujourd'hui, on définit comme poésie ce qui est capable de générer, de produire ce qu'on appelle un effet poétique. Qu'est-ce qu'un effet poétique? C'est une question qui n'est pas uniquement posée par nous dans le domaine de la bande dessinée, c'est une question qui se pose aujourd'hui de manière très générale, notamment dans le domaine des études du cinéma, puisqu'il existe aussi qu'est-ce que c'est qu'un cinéma poétique? Voici un exemple d'un livre où on a rassemblé un certain nombre d'études sur cette question-là. Et dans ces études, dans ces réflexions sur, disons, l'effet de poésie, qui est comparable en bande dessinée, en cinéma, peut-être aussi au théâtre, dans le domaine de la chanson, etc., il y a deux éléments qui reviennent constamment, mais qui sont des éléments relativement ouverts et flous. Le premier élément, c'est que on croit savoir qu'il y a comme un lien plus ou moins direct entre l'effet de poésie, l'effet poétique qu'on retrouve donc dans certaines bandes dessinées, et ce qu'on pourrait appeler, de façon très ouverte, un certain déficit ou un certain retrait du récit, comme si une bande dessinée ne pouvait être poétique qu'à condition de mettre à distance sa dimension narrative. Je vous en donne quelques exemples tout de suite. Je ne prétends pas du tout que, ce n'est pas forcément ma façon de voir les choses, mais c'est un élément qui revient constamment. Et très souvent, ce retrait, disons, de la dimension narrative, de l'aspect narratif du récit, si vous voulez, c'est très souvent lié à l'apparition de certains thèmes, comme la danse. Très souvent, la danse, la mention, la présentation, la représentation de la danse dans une bande dessinée sert de tremplin à des plages qui peuvent être très très longues où le récit est en quelque sorte mis en sourdine pour que la bande dessinée puisse aller vers autre chose qui est alors qu'on pourrait qualifier de poétique. Juste quelques exemples.
pour vous montrer que la danse est un thème aujourd'hui très très partagé. Si vous ne connaissez pas cette bande dessinée-là, Eddie Campbell est l'auteur de From Hell, donc cette adaptation sur Jacques l'Éventreur. Voici un exemple de... on pourrait dire bien entendu que le récit est là, puisque c'est quand même le striptease et une sorte une des formes fondamentales du récit, puisqu'il y a beaucoup de tension qui est créée et peut-être dénouée ou non. C'est une variation hollandaise sur Jodelle de Pellart. Donc, on est dans les années de la BD Pop-Art. Et puis un exemple plus récent de Moran Mazar, Dance, où on voit très bien cette alternance très bien construite, très bien amenée, entre passages, disons, narratifs, où il se passe quelque chose qui fait avancer l'intrigue avec les dialogues, et puis les passages où le récit est en quelque sorte mis entre parenthèses, gelé d'une façon et d'une autre, pour pouvoir, disons, qui donne lieu à quelque chose qu'on pourrait qualifier de plus poétique. La planche de gauche est clairement non poétique. Les enjeux de cette planche sont ailleurs. À droite, c'est déjà autre chose. Voilà. On retrouve cette même alternance, mais non pas liée à un certain thème, comme la danse, et on pourrait trouver d'autres thèmes qui, disons, facilitent le passage ou le basculement du narratif au non-narratif, où s'introduit alors une dimension poétique plus forte. Donc, cette invasion, si vous voulez, et je prends le mot invasion au sens très positif du terme, disons cette ouverture disons-le comme ça, cette ouverture d'un récit, et finalement la bande dessinée est un médium narratif, l'ouverture du récit à quelque chose de moins narratif, voire de non narratif, n'est pas uniquement liée à certains thèmes privilégiés, certains motifs privilégiés comme la danse, mais comme dans le cas de la légèreté de Catherine Meurice, c'est lié aussi à l'introduction de certaines plages plus méditatives. Et là aussi, si vous avez lu La légèreté, vous vous rappelez qu'il y a une alternance très très forte de passages dits narratifs, très dialogués, et des passages où l'on passe donc du progrès narratif à quelque chose de plus méditatif qui gèle en quelque sorte le déroulement temporel pour pouvoir donner accès à autre chose. Mais voilà, donc on est toujours dans la légèreté. Et vous voyez bien, non pas la tension, puisque les transitions des zones narratives aux zones entre guillemets poétiques sont très fluides, très bien amenées, mais il y a quand même cette alternance est très visible. Alors, effet poétique lié à une certaine interruption ou un certain retrait du narratif, lié à certains thèmes, lié à certains modes de présentation, comme la méditation, mais évidemment, cela ne suffit pas. Il faut que, sauf à tomber dans le flou artistique ou le flou poétique, il faut quand même donner des indications un peu plus précises. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait entendre par, disons, que serait une approche plus formelle, plus objective, plus facilement détectable et nommable de cet effet poétique? Alors,
Premièrement, il y a bien entendu l'insistance, la mise en avant dans la tradition de ce qu'on appelle en littérature la fonction poétique, c'est-à-dire le langage qui attire l'attention sur lui-même. On a des phénomènes comparables en bande dessinée, notamment lorsqu'on joue sur, comme dans le cas de Breccia, sur, en l'occurrence, essentiellement la couleur, variation de couleur, puisque la progression narrative dans cette planche, celle de gauche, est relativement réduite. Par contre, si histoire il y a, cette histoire est celle des évolutions chromatiques de la page. On peut aussi utiliser quelques exemples de Crisware, utiliser des outils liés à la typographie et au rapport entre couleur, typographie, mise en page, etc. Je n'insiste pas là-dessus puisque je suppose qu'il sera encore beaucoup question de Crisware dans cette journée. On peut aussi mettre l'accent sur quasiment les seuls éléments typographiques, comme dans cet exemple d'Ilan Manouak, qui a proposé une sorte de synthèse de la bande dessinée franco-belge en faisant une sorte de remix de ce type d'intervention ou d'éléments graphiques. Autre exemple très bien connu de Mattotti, dont je parlerai tout de suite. Cela dit, en disant éléments matériels de la bande dessinée, il ne suffit pas de penser aux seuls éléments visuels. Je pense que les exemples précédents l'ont déjà montré. Il faut, au contraire, puisque la bande dessinée reste, malgré tout, il doit rester, je pense, un médium hybride combinant texte et image. Il faut que la fonction poétique, il faut que la dimension poétique ne touche pas uniquement les aspects visuels, mais touche aussi les éléments graphiques, puisque le langage, dans la bande dessinée, ce n'est pas uniquement quelque chose qui se lit, c'est aussi quelque chose qui se voit. Et à ne pas travailler la dimension visuelle de l'écrit, on s'expose à toutes sortes de petites ou grandes catastrophes. Donc, d'un point de vue plus technique, la dimension poétique d'une bande dessinée devrait articuler 3 éléments. Premièrement, la dimension, ou les dimensions, les aspects, les éléments proprement visuels. Deuxièmement, la manière dont se visualise le langage. Rappelez-vous tous, par exemple, le choc qu'a dû représenter pour les lecteurs de Tintin au moment du Temple du Soleil, où d'une semaine à l'autre, dans la prépublication, dans le magazine Tintin, dans le journal Tintin, on passe d'une écriture en lettres majuscules, on passe donc des lettres majuscules aux lettres en italique. Les lettres en italique, selon moi, fonctionnent moins bien, non pas parce qu'elles seraient moins lisibles, mais on perd en quelque sorte l'harmonie entre dessin et lettres qu'on avait encore avec les lettres majuscules. Donc, deuxième élément, les éléments proprement typographiques. C'est pourquoi je tenais aussi à montrer quelques exemples de Crisware qui fait cela de façon tout à fait exemplaire. Et puis, bien entendu, l'intégration de ces 2 éléments, éléments visuels, éléments graphiques, comme dans le cas de Mattotti, où la manière dont, par exemple, la forme des phylactères, pour ne donner que cet exemple-là, épouse, et inversement,
la structure à la fois en termes de cadre et de couleur de la page. Un autre exemple espagnol, où je trouve également cette belle intégration donc, des éléments textuels et des éléments visuels. Je n'entre pas dans les détails, bien entendu. Alors, à partir de là, on dispose, disons, de certains éléments minimaux pour tenter de définir de façon plus ou moins objectivable un effet qu'on pourrait appeler poétique. Et il y a deux grandes, disons, démarches qui s'ouvrent aux auteurs. Une démarche que j'appelle minimaliste et une démarche que j'appelle maximaliste. Je ne fais aucune distinction de valeur entre les deux. Ce sont deux démarches techniquement différentes, mais esthétiquement, littérairement, si vous voulez, tout à fait équivalentes. Et dans bien des cas, il y a un mélange des deux, bien entendu. Alors, qu'est-ce que j'entends? Et Nojeigon est pour moi un exemple d'une telle démarche minimaliste. Et quand je dis minimaliste, c'est un compliment, c'est less is more. J'aime beaucoup, comme vous le savez, le minimalisme. Le minimalisme est une tentative, au fond, d'organiser cette articulation de tous les éléments visuels et de tous les éléments verbaux, écrits, mais visuellement écrits, de les organiser à partir, disons, d'une seule contrainte, ou d'une contrainte dominante, qui est en l'occurrence la contrainte de la symétrie à la fois absolue et cassée, mise en question, mise en danger par le récit même. Vous savez que c'est un livre palindrome, donc il se lit dans les deux sens. Le titre aussi est déjà explique déjà, montre par l'exemple ce qu'est un palindrome. Vous voyez aussi page de gauche, page de droite, belle page, fausse page. Vous voyez comment fonctionne cette symétrie qui est, disons, généralisée, que les auteurs tentent d'appliquer à autant de niveaux, à autant de dimensions, à autant d'aspects que possible. Et puis, dans le récit même, il y a, disons, un petit grain de sable qui s'introduit dans la machine et qui casse tout en quelque sorte. Et le récit, l'album, c'est à la fois quelque chose qui met en place, qui actualise, qui raconte cette contrainte, et aussi ce qu'on appelle le clinamen, c'est-à-dire la petite exception qui dérègle tout, mais qui est évidemment tout à fait significatif. Aller-retour de Frédéric Bézian est pour moi l'exemple d'une démarche maximaliste, c'est-à-dire c'est un programme esthétique qui ne part pas d'un seul principe, d'une seule règle, d'une seule contrainte, mais qui tente qui propose d'une page à l'autre, toutes les pages sont différentes, je vous en montre deux. À chaque fois, il s'agit toujours d'inventer de nouveaux équilibres, de nouvelles combinaisons entre d'une part cette insistance sur la présentation visuelle du matériau et d'autre part l'intégration des éléments textuels. Il me faudrait une journée entière pour vous expliquer cela plus en détail, mais sachez que Frédéric Bézian, Aller-retour, cet album en tout cas, représente pour moi cette démarche maximaliste de l'effet poétique. Pour terminer, puisqu'il me reste 2-3 minutes, une nouvelle question. À partir de ce livre, de ces deux livres, qui sont des livres miroirs, et c'est une question qui, en fait, veut revenir sur, disons, nos façons traditionnelles de penser la poésie. Quand on dit poésie, automatiquement, pas mal de gens
pense à quelque chose comme le flou artistique, le flou poétique, la beauté, etc. etc. Donc quand l'effet poétique est défini en termes c'est beau, c'est admirable, mais c'est comme flou, je ne comprends pas très bien, donc c'est poétique. Je crois que, enfin en tout cas j'espère avoir donné quelques premiers éléments, quelques premières indications qui vous permettent qui pourraient vous permettre, avec beaucoup d'autres bien entendu, de commencer à faire une analyse un peu plus technique de ce qu'est l'effet poétique en bande dessinée. Je ne vais pas les résumer, ce serait un peu ennuyeux, mais sachez que disons, le double concept de beauté et de flou, de vague, ne font pas du tout partie de la manière dont moi j'envisage l'effet poétique. Il ne faut pas du tout qu'une bande dessinée de poésie soit, entre guillemets, belle. Il existe une poésie je n'ose pas dire de la laideur, mais disons de la non-beauté, qui n'est pas une poétique des ruines, même si dans les deux livres de Jérôme Dubois, il est question de ruines aussi, mais des ruines très particulières. Donc, la question de beauté, pour moi, ne fait pas partie disons, de ce que devrait être une définition de la bande dessinée de poésie, tout comme on devrait exclure, ou essayer d'exclure, tout ce qui a à voir avec le flou, l'indécis, l'indécidable, etc., etc. Non, la poésie est quelque chose qu'on devrait pouvoir pratiquer, lire, décrire, analyser, commenter avec toute la précision qui s'impose. Et je crois que les deux livres de Jérôme Dubois, donc deux livres miroirs avec, dans le premier livre, rien que le décor, si vous voulez, et dans le deuxième, le décor avec le récit ajouté. Le récit, enfin le volume complet, entre guillemets, Cité-Ville, n'est pas plus poétique que l'autre, tout comme Cité-Ruine, qui pourrait renvoyer à la tradition de la poétique des ruines, n'est pas plus poétique en soi que Cité-Ville, plus narratif, etc. Non, dans les deux cas, on trouve un exemple, ou un double exemple, si vous voulez, un exemple bicéphale, croisé, d'une démarche où l'on retrouve l'essentiel des paramètres que j'ai essayé de décrire. Et sur ce bel exemple, je n'ai plus qu'à vous remercier de votre attention. Merci.